Las Vegas, la ville où tout peut arriver. À 17 millions de dollars, il n'a pas arrêté. Il a continué et il a amassé plus de 40 millions. C'est la ville du hasard. L'idée, c'était de miser tout ce que je possédais sur un tour de roulette. Certains joueurs deviennent compulsifs. J'aurais pu faire 1 million de choses, mais j'ai décidé de perdre 1 million de dollars. Et souvent désespérés. L'argent qu'il aurait pu jouer lui servait à acheter de la cocaïne. Je ne peux pas vous dire qu'il y a un moment précis où je me suis dit « Je vais faire un vol de banque ». Voici un document choc sur Las Vegas. Les rêves. C'est le seul joueur que je connaisse qui ait jamais ruiné un casino. Et les cauchemars. Ils vous disent, vous devez nous suivre dans la pièce du fond. J'ai eu le pressentiment que c'était la dernière fois que je voyais mon père. Lindsay Lohan, Paris Hilton, Christina Ricci, Ashton Kutcher. Les stars qui s'ennuient à Los Angeles peuvent aller s'amuser tout près, dans la ville connue sous le nom de Sin City, la ville du péché, Las Vegas. On voit beaucoup de célébrités qui viennent jouer ou faire la fête, ou qui viennent simplement pour les piscines, les restaurants et les boîtes de nuit. Les stars adorent venir ici. Elles trouvent qu'elles sont bien traitées. On peut boire 24 heures par jour et jouer 24 heures par jour. Ce qui les attire encore plus, c'est de pouvoir s'amuser, qu'importe qui elles sont. On a eu des stars comme Jennifer Lopez, Kid Rock, Steven Tyler, Britney, Paris, Axl Rose, Kanye West, 50 Cent, et j'en passe. Après avoir été la chasse gardée du Rat Pack, aujourd'hui, Las Vegas est un véritable terrain de jeu pour une nouvelle génération de stars. Beaucoup de casinos ont ouvert des boîtes de nuit, et c'est ce qui a commencé à attirer une clientèle plus jeune. Maintenant, ils essaient de plaire aux jeunes dans la vingtaine qui vont à Las Vegas pour s'amuser toute la nuit. En entrant dans notre casino, les gens ont l'impression d'entrer dans un vidéoclip. Ils ont une poussée d'adrénaline. Ils sentent qu'il va leur arriver quelque chose, qu'ils vont s'amuser comme jamais. Quand ils arrivent ici, les gens sentent qu'ils ont le droit de s'éclater, de faire des excès, de trop boire, de trop fumer, de jouer et de courir les filles. Il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où on peut faire ça. Mais certaines célébrités, comme Shannon Elizabeth, George Clooney et Charles Barkley, ne viennent pas à Las Vegas seulement pour faire la fête. Elles viennent tenter leur chance au jeu. Les stars d'Hollywood adorent les casinos. Elles adorent jouer dans les salons haute mise. Les stars ont généralement beaucoup d'argent à dépenser, mais à Las Vegas, tout le monde peut jouer, bien que pour le commun des mortels, les risques soient beaucoup plus élevés. On peut vite se retrouver complètement fauché. Et pourtant, de plus en plus de gens sont prêts à tenter leur chance dans l'espoir de gagner beaucoup d'argent. Les gens vont en vacances à Las Vegas pour jouer. La ville entière a été bâtie en fonction du jeu. Les gens sentent que ce n'est pas marginal, ni même étrange de jouer autant. Ils sentent qu'ils peuvent le faire ouvertement. Les casinos font leur argent avec les touristes qui se rendent à Las Vegas tous les week-ends. Un casino très populaire peut faire des profits de près de 700 000 $ par jour, seulement avec les machines à sous et les tables de jeu. Les casinos font beaucoup plus d'argent le week-end. Ils peuvent encaisser à peu près 1 million de dollars. Les casinos font énormément d'argent et même si certains joueurs font de bons gains, ce n'est rien comparé aux sommes astronomiques encaissées par les casinos. Un casino de Las Vegas peut faire plus de 250 millions de dollars par année seulement avec les jeux. Les gens aiment les jeux de hasard parce qu'ils ont l'impression de gagner quelque chose pour rien. En réalité, on n'obtient rien pour rien. On peut gagner de grosses sommes, mais on peut perdre de grosses sommes. Et à long terme, les casinos sont assurés de faire des profits grâce à l'avantage maison. Heureusement pour les casinos, les mordus du jeu se soucient peu des faits et de la logique quand ils se mettent en tête de faire sauter la banque. Ils sont surexcités quand ils arrivent à Las Vegas. Quand ils voient toutes les lumières, l'agitation, les machines qui crachent des sous et les spectacles. Ils veulent gagner, ils ne pensent qu'à ça.
Je ne dors jamais la première nuit. En fait, je ne dors pas pendant 2 nuits, parce que le soir de mon arrivée, je suis gonflé à bloc tellement je veux les battre. J'ai vu des gens gagner 1 million et j'ai vu un homme perdre 5 millions en l'espace de 20 minutes. Qu'on gagne ou qu'on perde, la frontière est mince entre jouer pour s'amuser et jouer compulsivement. La plupart des gens ne savent pas que le jeu est une vraie dépendance. La pathologie dont souffre le joueur compulsif est presque identique à celle du toxicomane ou de l'alcoolique. Les joueurs se justifient de jouer encore plus en se disant que cette fois, ils vont tout arranger. Peu importe qu'il s'agisse de 100, 1000 ou 1 million de dollars. Je n'ai qu'à trouver un autre dollar et j'arriverai à regagner tout ce que j'ai perdu. On ne sait plus ce qu'on fait. C'est pour ça que ça s'appelle une dépendance. On peut être aveuglé par le rêve de devenir riche instantanément. Ce rêve peut donner lieu au pire comportement humain. Les joueurs compulsifs deviennent des tricheurs et des voleurs, et leur détresse peut même les pousser jusqu'au suicide. J'ai travaillé dans les casinos et il m'est arrivé de voir des gens qui n'auraient peut-être pas dû jouer. Je leur disais qu'ils devraient faire une pause, qu'ils devraient parler à un membre de leur famille. Très souvent, les gens n'aiment pas entendre ce genre de choses, mais c'est ce qu'on fait. Bien qu'on ait beaucoup de raisons de ne jamais s'y rendre, il y a une ville dans le désert du Nevada qui n'arrête jamais de s'enrichir. Même aujourd'hui, à un moment où l'économie est défaillante, où le prix de l'essence monte en flèche, où le marché immobilier est en chute libre, à Las Vegas, rien n'a ralenti. Pourquoi? Plus les temps sont durs, plus les gens ont besoin de s'évader. Avec ce dollar, je peux en gagner 100. C'est la raison d'être de Las Vegas. C'est du rêve. Al Francesco est l'un des géants du blackjack. À Las Vegas, il y a un dicton selon lequel la maison gagne toujours. Et pourtant, il existe un jeu où le joueur peut être avantagé. En 1962, Edward O. Thorpe, un professeur de mathématiques, écrit un livre intitulé « Beat the Dealer », dans lequel il démontre qu'on peut gagner au blackjack par l'analyse des cartes. Il s'est rendu compte que lorsqu'on enlève certaines cartes, les cartes restantes peuvent vous donner un avantage ou un désavantage par rapport au casino. Tout dépend de quelle carte il s'agit. Certains joueurs se précipitent pour acheter le livre afin d'apprendre cette nouvelle technique. Al Francesco est l'un d'eux. Mon frère m'a montré Beat the Dealer. Il croyait que ça pourrait m'intéresser et il avait raison. Pendant 7 semaines d'affilée, je me suis exercé de 10 à 12 heures par jour à compter les cartes. Puis, Al se rend à Reno pour tester son savoir-faire. Je jouais des jetons d'$1 pour voir si ça marchait. Et puis j'ai aussi les mises à $5, puis à $100 et à $200. Je faisais des gains à presque tous mes voyages. Après avoir passé 1 an et demi à jouer en comptant les cartes, Al ne peut plus jouer nulle part. Les casinos n'aiment pas ça quand un joueur gagne sans arrêt. Ils me reconnaissaient tous, ils savaient que je gagnais tout le temps, et ils m'ont chassé. Alors je ne pouvais plus jouer nulle part. Les casinos ne considèrent pas que le fait de compter les cartes soit illégal, mais ça les embête royalement. Et comme il s'agit d'établissements privés, on a le droit de vous demander de partir. Pendant les 7 années qui suivent, Al se fait discret. Puis il entend dire qu'à certaines tables de blackjack à Las Vegas, on joue maintenant avec 4 jeux de cartes au lieu d'un seul. Les dirigeants de casinos sont certains qu'aucun joueur ne peut arriver à compter 4 jeux. Mais Francesco croit que c'est possible. C'est à ce moment-là que je me suis remis au blackjack. Il y avait un nouveau système que je pouvais mettre à profit et je n'étais pas très connu à Las Vegas. Al découvre aussi une nouvelle façon d'augmenter ses gains. Mon frère jouait au blackjack et je savais qu'il comptait les cartes. Il jouait des jetons d'$1 et tout à coup il s'est mis à jouer des $5. J'ai tout de suite su que c'était un bon coup et j'ai placé une mise de $100. Chaque fois que le compte était bon, ils se mettaient à jouer. Et puis un jour, ils ont compris qu'ils pourraient faire la même chose avec de grosses sommes. Ils se sont dit, on s'assoit à une table, on mise de petites sommes, et au bon moment, on fait venir un joueur haute mise et on sera avantagé à toutes les mises. Et c'est comme ça que l'idée est née. Al se rend compte qu'il pourrait faire beaucoup d'argent en formant une équipe. Je leur avais donné mes instructions.
Il devait toujours placer de petites mises, même si le compte était bon. Mais quand il devenait vraiment bon, il devait faire une chose, se mettre le menton dans la main comme s'il réfléchissait. Dans tous les casinos, la moitié des gens font ça. Il se mettait à jouer et il regardait les autres joueurs de l'équipe, dont moi, pour savoir quand tirer ou arrêter ou doubler la mise, peu importe, et il continuait de jouer jusqu'à ce que le compte devienne moins avantageux. Francesco découvre que sa stratégie lui permet de faire d'importants gains. En 1970, ses équipes ont déjà gagné d'énormes sommes dans les casinos du monde entier. À la fin du voyage, on se réunissait et on étalait tout l'argent sur un lit. Souvent, on avait autour de 250 à 300 000 $. On gagnait toujours. C'est le seul joueur que je connaisse qui ait jamais ruiné un casino parce qu'il gagnait trop. Avec mon concept, on volait les casinos légalement. C'était excitant. C'est enivrant de les battre à leur propre jeu. Mais il n'est pas facile d'entrer dans l'équipe d'Al Francesco. Il faut avoir une intelligence supérieure et un énorme pouvoir de concentration. Ken Houston est le candidat idéal. Ken Houston était très intelligent. Il était diplômé de Harvard et pianiste de concert. À l'âge de 23 ans, il était incroyablement brillant. Il faisait tout à la perfection. Ken avait un poste de vice-président à la Pacific Stock Exchange et Al a compris qu'il pourrait devenir un joueur haute mise absolument sensationnel. Il partait toujours travailler en complet veston-cravate. Je crois qu'il était prêt à découvrir autre chose. En 1973, Al fait passer un test aux jeunes cadres supérieurs. Pour être un bon compteur de cartes, il faut arriver à compter un jeu en 25 secondes. Ken le faisait en moins de 10 secondes. À son emploi de San Francisco, Ken joue son rôle d'homme d'affaires. Et le week-end, il devient un joueur haute mise. Pendant un certain temps, Ken a eu une double vie. Mon père avait découvert un nouvel univers, mais il n'en parlait jamais. Il était tiré à 4 épingles, on aurait dit un étudiant d'université, mais quand il s'est mis à jouer, il a changé. Il se négligeait, il avait une barbe. Il lui arrivait de passer 2 ou 3 jours sans se laver. Il a vite compris qu'il pourrait très bien gagner sa vie en comptant les cartes. Et il a quitté son emploi. Il a quitté sa famille. On pourrait dire qu'il a quitté le nid. En 1975, Ken s'installe à Las Vegas pour devenir joueur à temps plein. Au cours des 18 mois suivants, Al et son équipe jouent dans plusieurs casinos, tout en essayant de ne pas se faire repérer. Mais Ken a un style très personnel. Les casinos savaient que les compteurs de cartes faisaient tout pour ne pas se faire remarquer. Ken était très différent. La nature flamboyante de Ken le servait bien quand il devait jouer le rôle du joueur haute mise, mais on n'avait jamais vu quelqu'un avoir un tel comportement dans un casino. Il pouvait boire des quantités incroyables d'alcool. Il se moquait des patrons, il lançait de gros pourboires, il misait des montants astronomiques, il était déchaîné. Ken adorait être le point de mire. Il était brillant, mais son ego a pris le dessus. Ken ne peut se contenter de gagner de l'argent facilement. Il veut devenir le joueur de blackjack le plus connu du monde et il décide de révéler l'existence de son équipe. Ken Houston a écrit un livre dans lequel il a expliqué tout ce qu'on faisait dans les moindres détails. Il a dévoilé tous nos signaux. Les dirigeants des casinos ont acheté le livre, ils l'ont lu et on s'est tout de suite fait pincer, on a dû abandonner. Selon Al, Ken les a tous trahis parce qu'avant, personne ne connaissait l'existence de leur jeu d'équipe. C'est comme un truc de cartes. On peut le refaire à l'infini sans jamais se faire pincer jusqu'au moment où quelqu'un découvre comment ça fonctionne. Et là, on ne peut plus le faire. C'est ce qui s'est passé avec notre concept. Il était très fâché que Ken dévoile ce qu'il faisait, parce qu'ils avaient vraiment trouvé une technique que personne d'autre ne connaissait. Tous les membres de l'équipe étaient extrêmement fâchés contre lui parce qu'ils s'amusaient beaucoup en équipe. Ils battaient les casinos, ils étaient plus malins qu'eux et ils faisaient beaucoup d'argent. Mais Ken Houston se foutait pas mal de tout cela. Al Francesco a arrêté de compter les cartes, mais il joue encore à l'occasion. J'ai volé les casinos de façon légale pendant 3 ans et demi sans me faire pincer. C'était très excitant. Il n'y a absolument rien de mieux. Ken Houston connaît une certaine célébrité pendant quelques années. Mais il mène une vie débridée et il meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 52 ans.
Mon père a vraiment laissé sa marque au blackjack. Les gens disent encore qu'il est le plus grand joueur de blackjack de tous les temps. À venir, des bancs d'université aux tables de jeu. Notre objectif était d'amasser $1 million. On voulait faire ce qu'aucune autre équipe de blackjack n'avait jamais fait. L'une des plus célèbres équipes de compteurs de cartes s'est formée dans un milieu à l'antipode de Las Vegas, une prestigieuse université. C'est assez logique qu'un club de blackjack se soit formé au MIT. Au cours des années 80, l'Institut de technologie du Massachusetts offre un cours intitulé « How to gamble if you must ». À la fin du cours, quelques étudiants décident de former une équipe pour aller jouer à Atlantic City, au New Jersey. La toute première équipe de blackjack a eu énormément de succès. On a doublé notre argent à 2 reprises en moins d'1 mois. On a commencé avec $10 000. On a eu énormément de succès. Les sorties au casino sont coûteuses et prennent beaucoup de temps. Après quelques mois, l'équipe se dissout. Des étudiants et des anciens du MIT continuent de jouer en groupe de façon non officielle jusqu'à la fin des années 80. Mais après quelques années, les joueurs s'épuisent et le groupe cesse de jouer. Puis, en 1992, un casino amérindien ouvre ses portes au Connecticut. Quand j'ai entendu parler de Foxwoods, j'étais emballé. On pourrait enfin entraîner une équipe pour recommencer à jouer de façon beaucoup plus rapide et efficace. Monsieur M forme une nouvelle équipe avec 2 autres étudiants du MIT. Il fonde Strategic Investments, une société en commandite dans laquelle les gestionnaires et les investisseurs avancent l'argent nécessaire aux frais généraux contre 90% des profits. Les joueurs se partagent les 10% restants. Notre objectif était d'amasser $1 million et de s'en servir pour jouer de plus grosses mises qu'avant. On voulait faire une chose qu'aucune autre équipe de blackjack n'avait jamais faite. L'équipe a besoin de joueurs. Et comme le MIT fourmille d'étudiants très forts en mathématiques, ce ne sont pas les candidats qui manquent. Pour être recruté par Strategic Investments, il fallait avoir une excellente mémoire, être digne de confiance et être très fort en maths. J'ai vu une affiche qui disait que l'équipe de blackjack du MIT cherchait de nouveaux joueurs. Et c'était vraiment mon truc. C'est un bon ami qui m'a parlé de l'équipe et j'ai tout de suite accroché. Il devait aussi recruter des étudiants des minorités visibles, parce que pour se faire passer pour des joueurs haute mise, il faut avoir la gueule de l'emploi. Quand on ne recrute que des blancs à lunettes, on a du mal à jouer $1 million au casino. Le compteur de cartes typique est jeune, intello et blanc. Et on a décidé de se servir de ce stéréotype à notre avantage. Dans notre équipe, les joueurs haute mise étaient principalement asiatiques. Au printemps 1992, les nouvelles recrues commencent à apprendre les stratégies de base et les techniques pour compter les cartes. Une grande partie de l'entraînement consiste à distribuer des mains de blackjack et puis de jouer et de miser en comptant les cartes. C'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je voulais absolument devenir excellent à ce jeu. Je m'entraînais tous les matins et tous les soirs en distribuant des cartes. Ils s'entraînaient tout seuls à la maison. Ils demandaient à des gens de leur distribuer les cartes, et quand ils se sentaient assez bons, ils demandaient qu'on leur fasse passer ce qu'on appelait l'examen d'entrée. Ce n'était pas un véritable examen. C'était plutôt un test d'habileté. On distribuait les cartes, on jouait au blackjack et il fallait remplir certains critères pour passer. Les joueurs devaient passer à travers 10 sabots en jouant, en misant et en comptant les cartes à la perfection, tout en étant soumis à toutes sortes de distractions, comme par exemple une serveuse de bar qui venait leur demander de commander, ou un pseudo-employé de casino qui venait leur demander leur nom et s'ils aimeraient qu'on leur offre quelque chose. Si on n'a pas un excellent rendement dans une situation où quelqu'un vous distribue les cartes pendant qu'une autre personne essaie de vous distraire, comment savoir quel rendement on aura au casino, où il y a des tonnes de distractions? À l'été 1992, les recrues sont prêtes à tenter leur chance à Las Vegas, le paradis des joueurs. Avec des fonds d'$1 million, l'équipe de plus de 40 joueurs s'apprête à envahir le Strip.
Un des gestionnaires nous donnait 50 à 100 000 $ en espèces à chaque voyage. Apporter $1 million à Las Vegas, c'est assez délicat. Il fallait qu'il trouve des trucs pour le faire. Il ne fallait jamais transporter de l'argent dans un sac de voyage ou une valise. Il fallait le transporter sur nous, dans nos poches ou sous notre chemise. On transportait régulièrement 100 et même 200 000 $ en coupures de 100 $. Il s'envolait pour Las Vegas avec l'argent et en arrivant là-bas, il le passait sous les cloisons des toilettes à l'aéroport. Arrivés à Las Vegas, les membres de l'équipe ont 48 heures pour prendre d'assaut les casinos. À Vegas, le temps, c'est de l'argent. On aurait dit une opération militaire. Quand ils arrivaient à Las Vegas, c'était la course contre la montre. Ils n'avaient pas le droit de boire ni de faire la fête. On se faisait passer pour des joueurs ivres et un peu bêtes. Mais mentalement, on n'arrêtait pas de compter. Le compte est de 17, divisé par les 4 jeux restants. Ça fait 4 écarts, moins de temps. C'était un système mathématique très rigoureux. Ils se mettaient à jouer dès qu'ils arrivaient à Vegas. Ils arrêtaient le dimanche soir, juste avant de rentrer, et ils se réunissaient pour analyser leur façon de jouer au cours du week-end. J'ai gagné à peu près 40 000 $ la première année, ce qui n'est pas mal pour un emploi de week-end. Mais il n'y avait pas que l'argent. C'était très excitant de tenter de battre les casinos et d'être plus malin. Après tout, c'est une industrie qui génère des milliards de dollars de profit tous les ans. Et on n'était qu'une bande d'étudiants de 22 ans. En juin 1993, l'équipe a amassé plus de 400 000 $ de profit simplement en allant jouer à Las Vegas le week-end. Les joueurs doivent s'adapter au contraste très marqué entre leurs deux styles de vie très différents. Pendant la semaine, on était des étudiants comme les autres. On étudiait pour les examens et on mangeait à la cafétéria. Mais à Vegas, c'était le grand luxe. On avait tout ce qu'on voulait. Des billets en première classe, des suites gigantesques, des limousines. Ils nous offraient des chambres à manger et à boire, les meilleures places au match de boxe, des billets pour se rendre au Super Bowl. Tant et aussi longtemps qu'on ne se fait pas pincer et que le personnel du casino vous prend pour un joueur haute mise, on vous traite comme une personne très importante. Ils étaient des premiers de classe à Boston et des rockstars à Las Vegas. Aucun de leurs amis ne savait ce qu'ils faisaient. Leurs parents, leurs petits amis et leurs petites amies ne savaient rien non plus. Ils menaient une double vie. Être un étudiant le jour et un joueur la nuit, c'est un style de vie vraiment schizophrénique. Ça peut vous monter à la tête. À venir, les choses se corsent. À l'occasion, les casinos se montrent plus agressifs. On peut vous dire, En 1993, de jeunes surdoués en maths deviennent des joueurs haute mise au blackjack. Une équipe d'étudiants du MIT entraînés à compter les cartes joue et gagne pendant plus d'1 an sans se faire repérer. À Las Vegas, on n'avait jamais vu des gens comme ces jeunes du MIT. Ils étaient bien entraînés, très disciplinés, ils savaient ce qu'ils faisaient. Les étudiants font plus de 800 000 $ de profit aux tables de blackjack un peu partout sur le Strip, avant que les casinos commencent à se douter de quelque chose et appellent des renforts. Les casinos ont fait appel à une agence de détectives privés, l'agence Griffin. Leur spécialité, c'est de monter des bases de données, de prendre des photos et de rassembler d'autres informations sur les tricheurs et les compteurs de cartes. On a remarqué l'équipe du MIT quand on a commencé à voir de très jeunes gens qui ressemblaient à des étudiants d'université et qui misaient de grosses sommes. Leur conduite nous a donné des soupçons et on a commencé à les surveiller. La seule précaution vraiment efficace, c'est d'avoir un bon personnage. Jouer un rôle à la perfection, de sorte que les employés du casino croient certaines choses à votre sujet. Des choses qui n'ont peut-être pas de sens, mais qui confirment leurs préjugés. La première fois qu'il est venu à Las Vegas, il était un trafiquant d'armes russes. J'avais trouvé ça très original. Je ne leur ai jamais dit que j'étais un trafiquant d'armes russes, mais je l'ai laissé entendre. J'ai fait quelques allusions. J'étais avec mes 2 petites amies, j'avais des bijoux voyants et un accent beaucoup plus prononcé que mon véritable accent. Il avait l'air d'un bébé. Il n'avait pas l'air assez vieux pour entrer dans un casino, et encore moins pour être un trafiquant d'armes. Ce qui a trahi MIT, ce n'est pas leur façon de jouer, c'est leur âge. La plupart des joueurs du MIT étaient dans la mi-vingtaine. Ils avaient de beaux vêtements et de beaux bijoux. Le compteur de cartes typique ne veut pas se faire remarquer. Les jeunes du MIT se faisaient remarquer. Griffin Investigations garde un œil sur Dukac et ses acolytes.
On les a surveillés pendant des mois. Mais après un certain temps, on s'est rendu compte que nos vieilles méthodes ne fonctionnaient pas. Ces jeunes étaient trop bons et trop rapides. N'oubliez pas qu'ils ne venaient que le week-end. Ils causaient beaucoup de dommages le week-end, mais ça nous laissait peu de temps pour les pincer, 72 heures tout au plus. En fin de compte, c'est loin des tables de jeu que l'équipe permet aux détectives d'effectuer une première percée. Les casinos aiment bien donner des cadeaux maison aux joueurs haute mise. Et beaucoup d'entre eux n'hésitent pas à accepter ce genre de récompense. Quelle stupidité! On donnait tous notre adresse quand ils nous offraient des cadeaux. On a remarqué que plusieurs d'entre eux avaient la même adresse ou venaient de la même région, Boston. On revoyait toujours les mêmes joueurs, les mêmes filles, les mêmes joueurs haute mise. Et on a mis tous les morceaux ensemble. Le jeune âge des joueurs et leur adresse à Cambridge mettent les détectives sur la piste. Et ils se rendent au MIT. Un détective de l'agence Griffin s'est rendu au MIT et a consulté le bottin des étudiants. La plupart des membres de l'équipe étaient dans le bottin. Ça nous a donné un avantage. On savait qui ils étaient. Quand le casino identifie un compteur de cartes, il peut se passer plusieurs choses. D'habitude, il procède à une interdiction amicale, si on peut dire. Il vous tape sur l'épaule et vous demande gentiment de ne plus jouer au blackjack. La première fois, on m'a convoqué au bureau du directeur du casino. Il m'a fait la conversation un moment, et puis des types en habits sont entrés, et j'ai su que j'étais dans le pétrin. De temps en temps, les casinos deviennent plus agressifs. On peut vous kidnapper. Ils vous disent « Suivez-nous dans la pièce du fond ». Ils peuvent faire de l'intimidation. Les agents de sécurité font des allusions. Ils vous disent qu'ils n'aimeraient pas vous retrouver mort dans le désert. C'était assez effrayant parfois. Les jeunes joueurs continuent de jouer au chat et à la souris avec les casinos. Mais un conflit éclate entre les membres de l'équipe et les gestionnaires qui surveillent toute l'opération. Il y avait beaucoup de tensions entre le petit groupe de gestionnaires et les joueurs, qui risquaient leur réputation et leur carrière. Les joueurs trouvaient que leur profit n'était pas assez élevé et que les gestionnaires prenaient un trop gros pourcentage. Puis, l'équipe commence à perdre à répétition. On a subi une série de pertes énormes. On a perdu de 4 à 500 000 $. En plus, pendant toute cette période, nos joueurs se faisaient jeter dehors. On ne gagnait pas beaucoup d'argent. Les joueurs étaient mal payés, le rendement de l'équipe était moins bon, et le moral des troupes a commencé à s'en ressentir. Un de nos derniers coups durs, c'est qu'un de nos membres nous a trahis. Il a vendu la liste des membres de l'équipe au casino pour 30 ou 50 000 $. J'ai appelé mon associé et je lui ai dit que j'en avais assez. Ça ne valait pas la peine de continuer, il était temps d'arrêter. Le 31 décembre 1993, après 1 an et demi, Strategic Investments arrête ses activités. Mais les tables de blackjack continuent d'attirer les jeunes cerveaux qui rêvent de faire fortune à Las Vegas. Le blackjack est un jeu auquel les jeunes essaieront toujours de gagner. Parce que c'est un jeu où les chiffres peuvent vous faire gagner, où on peut faire fortune si on est fort en maths. Compter les cartes, c'est la méthode la plus facile pour gagner au blackjack. Il y a d'autres façons, mais compter les cartes, c'est la plus facile. La plupart des gens ont entendu parler des compteurs de cartes, mais très peu savent de quoi il s'agit. Il y a 13 cartes dans une suite du même atout. On enlève les 9, les 8 et les 7, c'est ce qu'on appelle les cartes neutres, qui ne peuvent avantager ni le joueur ni la banque. Maintenant, on a 5 cartes hautes et 5 cartes basses. Quand les professionnels voient sortir un 6 du jeu de cartes, ils se disent « plus 1 ». Chaque fois que le compte monte de 1, on gagne un avantage de 1,5% sur la maison. C'est pour ça qu'on joue plus fort quand il reste plus de cartes hautes dans le jeu. Un autre jeu où le savoir-faire du joueur peut lui donner un avantage est le jeu de craps. Quand il est devenu de plus en plus difficile de gagner au blackjack, j'ai décidé d'en apprendre un peu plus sur le jeu de craps. J'ai acheté le livre de Franz Kobletti, Beat the Craps Out of the Casino, dans lequel il parle des gens qui gagnent parce qu'ils savent lancer les dés. J'ai commencé à m'entraîner. Je me suis entraîné sans relâche, parce que j'avais trouvé un jeu qui me donnerait un avantage encore plus grand que celui que j'avais quand je jouais au blackjack.
Le contrôle des dés s'acquiert par la mémoire musculaire, tout comme au baseball ou au golf. Il faut entraîner le corps à faire une chose d'une certaine façon. Il faut répéter le même mouvement inlassablement. Les dés doivent être placés d'une certaine façon. Ils doivent faire un certain nombre de tours et frapper le mur du fond d'une façon qui leur permette de s'arrêter. Votre corps doit mémoriser ces gestes pour qu'ils deviennent automatiques. Si vous arrivez à faire ça, vous pouvez gagner au craps. J'étais à Las Vegas avec Frank. Et cette semaine-là, les dés avaient été incroyablement bons pour nous. On était gonflés à bloc. J'étais à la table de craps et tout à coup, le croupier m'a dit qu'il était absolument impossible que je lance un 10. Je lui ai dit, j'ai bien entendu, vous avez dit que je ne pourrais absolument pas lancer un 10 ? Il m'a dit exact, lancez les dés. J'ai pris un jeton de $100 et je lui ai dit, je lance un 10 à la paire. Ça voulait dire que j'allais tenter de lancer 2-5. Le gain est de 30 pour 1. J'ai placé les dés et j'ai lancé une paire de 5. Je lui ai prouvé que je pouvais lancer tous les chiffres que je voulais. Quand on est à une table de craps et qu'on se sert de ses habiletés pour battre ce monstrueux ennemi, on est comme un chevalier qui entre dans une grotte pour tuer un dragon. On est comme le petit David qui met une petite pierre dans son lance-pierre pour tuer Goliath. C'est ce qu'on ressent quand on arrive à battre la maison. Compter les cartes et contrôler les dés. Deux techniques qui se situent entre le savoir-faire et la supercherie. Mais certains joueurs utilisent des méthodes qui sont tout simplement illégales. Voici une vieille technique qui est encore utilisée. Quand on regarde l'endos de cette carte, on ne détecte aucune marque à l'œil nu. Mais il suffit de mettre un verre de contact rouge pour voir apparaître cette marque secrète. Aujourd'hui, les arnaqueurs peuvent se doter de la toute dernière technologie pour augmenter leurs chances. Voici le dernier gadget. On dirait des clés de voiture. Les tricheurs appuient sur le bouton qui sert à ouvrir les portières pour les cartes hautes, sur celui qui sert à les fermer pour les cartes basses, et pour savoir si le compte est avantageux ou non pour le joueur, ils appuient sur le bouton du coffre. Quand la vibration est longue, c'est avantageux pour le joueur. Quand elle est courte, c'est avantageux pour la maison. Quand des joueurs se font prendre en train de tricher, les casinos les font arrêter sur le champ. Pour les joueurs avantagés, comme les compteurs de cartes ou les lanceurs de dés très habiles, les casinos ont un message un peu plus subtil. Ils emmenaient les gens dans la pièce du fond pour les bousculer ou les photographier. Les casinos sont des organisations redoutables parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Quand ils essaient de malmener ou d'intimider un joueur avantagé, ils peuvent toujours s'en tirer avec de l'argent. Les joueurs doivent-ils craindre d'être emmenés de force dans la petite pièce du fond et de se faire tabasser? De façon générale, non, mais c'est déjà arrivé. Où est-ce qu'on va te garder? Dans la salle de démonstration? Dans le bistrot? On va te garder dans le bureau de la sécurité, sous surveillance vidéo, jusqu'à l'arrivée des flics. Je trouve ça incroyable que les tricheurs aient fait tout un plat au sujet de la petite pièce du fond. Après tout, ils n'y seraient jamais allés s'ils n'avaient pas volé mon argent. À venir, les comportements limites. J'ai perdu 11 millions en une journée. Au départ, Archie Karras était un immigrant venu de Grèce, la tête pleine de rêves. Archie s'est sauvé de chez lui. Il n'avait que 15 ans. Il ne parlait pas anglais, mais il rêvait d'une vie meilleure. En 1967, après avoir passé 2 ans sur des navires commerciaux, le jeune grec de 17 ans s'installe à Los Angeles, où il trouve un emploi de serveur. Il a découvert que le propriétaire du restaurant où il travaillait aimait jouer au billard pour de l'argent. Archie est devenu un excellent joueur de billard. Puis, Karras commence à jouer aux cartes. Je gagnais beaucoup d'argent au poker. Je pouvais gagner jusqu'à 10 000 $, une grosse somme à l'époque. J'ai décidé que pour réussir au jeu, je devais m'y consacrer entièrement. Je devais choisir, garder mon emploi ou le quitter pour devenir un joueur professionnel. À l'âge de 18 ans, Archie quitte son emploi et commence à jouer au poker professionnellement à temps plein. Mais durant toute sa vingtaine et sa trentaine, Archie a tendance à miser gros et à perdre de grosses sommes. Un jour, il pouvait conduire une Mercedes et le lendemain, il dormait dedans. C'était son style de vie. En 1991, à l'âge de 41 ans, Karras perd 2 millions de $ et c'est la dégringolade.
Il a perdu tout ce qu'il possédait. Il n'avait plus que 50 $ en poche et un réservoir plein d'essence. Il a décidé de réévaluer ce qu'il faisait. Pour la plupart d'entre nous, ça voudrait dire établir des limites plus strictes. Mais pas pour Archie. Il voulait aller à Las Vegas où il n'aurait pratiquement plus de limites. En décembre de la même année, Archie arrive à Las Vegas où il cherche à jouer de plus grosses sommes. Il est allé au Horseshoe où il y avait un tournoi de poker. Il a repéré un joueur qui le connaissait et qui savait de quoi il était capable. Il est allé lui emprunter 10 000 $. Le joueur a accepté. Archie s'est assis à une table et 3 heures plus tard, il avait 30 000 $. Enfin renfloué, Archie cherche des façons de faire encore plus d'argent. Il est entré dans un bar, dans un quartier de l'est de Las Vegas, où il y avait une table de billard. En entrant, il a reconnu un joueur, et ils se sont mis à jouer en misant de grosses sommes. Ils ont commencé à 5 000 $ et ils ont fini par miser 40 000 $ sur une partie de 9 ball. Il a continué ce petit manège pendant environ 2 mois et un soir, il a perdu 320 000 $ en 40 secondes. Après ça, il a dit « Le billard, c'est terminé. Ceux qui veulent jouer avec moi devront jouer au poker. » Ils se sont mis à jouer au poker 1 contre 1. Et ils misaient gros. Archie a gagné 3 à 4 millions de $ en 3 semaines. J'ai fait jusqu'à 7 millions de $. Très vite. En l'espace de 3 mois. Avec autant d'argent, Karras commence à chercher de nouveaux joueurs à battre. Je voulais gagner encore plus. Plus on joue de grosses sommes, plus on gagne. Plus on fait d'argent. De 1990 à 1995, j'ai joué les plus hautes limites du monde. À cette époque, Archie jouait des sommes énormes. Très peu de gens pouvaient se permettre une telle chose. Je jouais avec tous ceux qui voulaient jouer avec moi en notant qu'ils avaient au moins $1 million. Les seules personnes qui misent de telles sommes sont les meilleurs joueurs, les champions du monde. J'ai joué contre tous les champions ici à Vegas. Ces joueurs, les plus grands, comme Chip Reese, Stu Unger, il les a tous battus. Et tout Las Vegas en parlait. Tout le monde était estomaqué. En 1993, Archie Karras cherche de nouvelles sensations fortes. Avec ses gains de 7 millions de $, il commence à jouer au craps. Imaginez que vous déposez 7 millions de $ sur une table. Et en empilant les liasses, vous savez que vous pouvez partir avec tout cet argent. Je peux vous dire que la plupart des gens prendraient les 7 millions et s'en iraient. Mais pas Archie. Le Horseshoe était le seul casino qui le laissait jouer aux tables haute mise. Je pouvais miser 300 000 $ sur un seul chiffre. Donc si je misais sur 6, j'avais 1 800 000 $ sur la table. J'étais à côté de lui, et je peux vous dire que j'étais épouvanté à l'idée qu'il pouvait perdre une telle somme en quelques secondes. Au départ, Archie Karras avait 50 $, et après quelques mois, il avait plus de 17 millions de $. On a surnommé cette période de chance la course, et elle ne s'est pas arrêtée là. À 17 millions de $, il n'a pas arrêté. Il a continué et il a amassé plus de 40 millions de $. Archie a gagné plus d'argent et de loin que tous les autres joueurs. Et sur une plus longue période. Archie a connu la période de chance la plus incroyable que j'ai jamais vue. Je me suis offert une belle maison et 5 ou 6 voitures, des choses comme ça. Mais un vrai joueur garde toujours son argent pour jouer. Il risquait pratiquement tout ce qu'il possédait. Il n'avait pas de limite. Ce genre de joueur ne sait pas s'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Mais Karras commence à trouver difficile de se promener avec des millions en espèces. Votre vie est en danger quand vous avez autant d'argent sur vous. C'est très dangereux. Il faut toujours être aux aguets. Il déposait lui-même l'argent à la banque. Il avait parfois 3 à 5 millions. Un ami lui a dit « Archie, il paraît qu'il y a des voleurs en ville qui te surveillent. Tu ferais mieux d'être très prudent. Fais attention. » Avoir beaucoup d'argent, c'est une grosse responsabilité parce que tout le monde en veut à votre argent. Vous ne savez plus qui sont vos amis. Il avait toujours 2 ou 3 revolvers sur lui. Il ne voulait pas que les gens connaissent ses habitudes. Il roulait longtemps pour que personne ne le suive jusqu'à la banque. Il a fait ça pendant des années. Après 2 ans de gains mirobolants, la chance d'Archie commence à tourner. Une telle période de chance ne peut pas durer éternellement, même si on est le meilleur joueur du monde. Quand on joue des millions, on peut dégringoler aussi vite qu'on est monté au sommet. Et c'est ce qui lui est arrivé. J'ai perdu 11 millions en une journée, 8 millions et demi une autre journée et 7 millions à 3 reprises.
En l'espace de 3 semaines, il a perdu près de 30 millions de dollars. Au cours de ces 3 semaines, il s'est littéralement ruiné. En moins d'1 an, j'ai perdu tout mon argent. Quand on ne peut plus gagner, c'est en perdant qu'on vit de l'excitation. En moins d'1 an, Archie Karras, un des plus grands joueurs haute mise de Las Vegas, est devenu un joueur déchu et fauché qui cherche encore à jouer. Dans un moment de réflexion, Archie m'a dit « Tu sais, Tommy, il m'arrive d'être presque heureux d'avoir perdu 40 millions. Quand j'étais riche, j'avais des tas d'amis. Et après avoir tout perdu, je n'avais plus d'amis. J'ai découvert qui sont mes vrais amis. » Ça peut être une bonne chose de perdre 40 millions, parce que le plus important, ce n'est pas l'argent. L'argent n'avait pas une si grande valeur pour moi. Si c'était le cas, après en avoir gagné autant, je n'aurais pas tout perdu. Je suis certain qu'il voulait avoir beaucoup d'argent et ne pas le perdre. La vérité, c'est qu'Archie aime jouer. Au cours des 13 années qui suivent, Archie se fait discret. Il joue de plus petites sommes dans de petits casinos. Aujourd'hui, Karras a 57 ans, et depuis que le poker connaît un regain de popularité, il est bien décidé à vivre une autre période de chance. Je vais effectuer un retour. Je projette de jouer contre tous les plus grands joueurs de poker pour voir si je peux réussir une dernière fois avant de mourir. Les gens aiment assister à des retours réussis. Si Archie réussit, ça fera une histoire fabuleuse. Et j'espère qu'il réussira. L'histoire de ma vie est fabuleuse parce que c'est mon histoire. Personne n'a jamais gagné de telles sommes. Je me suis mesuré à la ville entière. C'est l'histoire de jeu la plus fabuleuse de tous les temps. À venir, le plus grand joueur de tous les temps. On m'avait dit qu'il jouait bien, mais bon Dieu, j'étais intimidé. Il n'y a pas l'ombre d'un doute dans mon esprit. Stu Ungar est le meilleur joueur de tous les temps et je crois que jamais personne ne jouera aussi bien que lui. Malheureusement, il a craqué pour quelque chose de beaucoup plus fort que lui. Stuart Harold Ungar est né le 8 septembre 1953 dans le Lower East Side de Manhattan. Stu Ungar a grandi à une époque que j'appelle l'âge d'or du jeu. Dans les années 50 à New York, c'était la grande époque du crime organisé. Des paris sur le sport, tel la boxe. Le père de Stu, Ido Ungar, était un bookmaker et son fils a passé son enfance à apprendre les rouages du métier. Stu adorait tous les jeux. Et ce qui était remarquable, c'est qu'il les maîtrisait tous très rapidement. Quelques mois avant son 14e anniversaire, son père meurt subitement. Et Stu se voit forcé de transformer son passe-temps en gagne-pain. Après la mort de Ido Ungar, la vie de Stu est devenue un vrai cauchemar. Sa mère, Bess, était au mieux une mère absente. En fait, elle ne travaillait pas et elle avait des problèmes d'argent. Il fallait que Stu joue au gin et au poker pour subvenir aux besoins de sa famille. Son jeune âge procure à Stu un avantage sur ses adversaires. Stu a fait une bonne partie de son argent parce que les gens ne le prenaient pas au sérieux. Il ne mesurait qu'1,57 m et il devait peser tout au plus 50 à 55 kilos. Tout le monde se disait « Qui est ce gamin ?» Bien entendu, dès qu'ils le voyaient jouer, ils étaient tous renversés. Stu a battu à plate couture tous les meilleurs joueurs de New York, en l'espace d'1 ou 2 ans. À l'âge de 21 ans, après avoir joué contre tous les joueurs de New York, Stu part tenter sa chance à l'Ouest. Et quelques jours plus tard, il se mesure déjà à l'un des meilleurs joueurs de gin de Las Vegas, Danny Robinson. On m'avait dit qu'il jouait bien, mais bon Dieu, il était vraiment bon. J'étais intimidé. Personne ne m'avait jamais intimidé au gin rummy. C'était moi qui intimidais les autres. J'étais rapide, mais comparé à Stu, j'avais l'air d'un type avec un cheval et une charrette, alors que lui, on aurait dit qu'il était en corvette. Il était hyper rapide. Rapidement, Ungar se met à jouer au poker, où il se fait vite remarquer. J'ai connu Stu quand ils l'ont amené au Dunes Hotel. J'ai accepté de jouer avec lui et ils ont fait entrer ce gamin qui était si petit qu'ils ont dû mettre une caisse de Coca-Cola sous sa chaise pour qu'il puisse jouer à la table. Stu était très différent des grands joueurs de poker des années 1970. C'était le jour et la nuit. Amarillo Slim, Doyle Bronson, Billy Baxter, tous ces grands joueurs venaient du Sud. Et tout à coup, ils ont vu arriver ce gamin de 23 ans. En plus, il venait de New York. En 1980, Stu veut mettre son savoir-faire à l'épreuve en jouant contre les meilleurs joueurs du monde. Il s'inscrit au tournoi de la série mondiale de poker qui se tient au Horseshoe.
C'est le plus grand tournoi mondial de poker. Les meilleurs joueurs de poker du monde viennent tous jouer à Las Vegas. Stu n'avait aucune chance de gagner. Unger joue si bien qu'il se rend jusqu'en finale, où il doit battre Doyle Brunson pour remporter le grand prix de 385 000 $. Il a gagné dès la première fois. Tout le monde était renversé. Ce gamin n'avait jamais joué le Hold'em sans limite et il avait gagné. On était tous sidérés qu'un joueur aussi jeune ait pu battre tout le monde comme il l'avait fait. Beaucoup de gens croyaient qu'il avait eu de la chance, qu'il avait eu de bonnes cartes. En 1981, il a encore gagné. 2 fois de suite champion du monde. Stu Unger était devenu quelqu'un. Il était déjà très respecté, mais après ça, on disait de lui qu'il était le meilleur joueur de poker au monde. En 1980, à l'âge de 26 ans, Stu Unger est le plus jeune joueur à être jamais devenu champion du monde de poker. L'année suivante, il défend son titre avec succès et devient le joueur de poker Texas Hold'em sans limite le plus redouté de Las Vegas. En 1982, Stu épouse Madeleine Wheeler, sa petite amie de longue date. Je l'adorais. Je voyais l'aspect plus doux de sa personnalité, le côté émotif de Stu. Quand il a rencontré Madeleine, elle avait déjà un fils, Richie, et Stu est devenu comme un père pour lui. La même année, Madeleine met au monde une fille, Stephanie Faith. Il était en adoration devant Stephanie dès sa naissance. J'avais ma petite famille idéale, mon fils, ma fille, mon mari. Mais la famille Unger est loin d'être parfaite. Stu était un mari plutôt anticonformiste. Il aimait mieux l'action que la vie de famille. Il avait toujours envie de jouer, il voulait toujours partir. À Las Vegas, il est une star qui peut se permettre tous les excès. Au début des années 80, beaucoup de joueurs ont compris que plus ils jouaient longtemps, plus ils restaient longtemps aux tables de jeu et plus ils pouvaient faire de l'argent. La cocaïne les aidait à rester debout 2, 3 et même 4 jours d'affilée. Stu Unger se servait de la cocaïne pour pouvoir jouer plus longtemps. Et l'argent qui aurait pu lui servir à jouer lui servait de plus en plus à acheter de la cocaïne. Quand je me suis rendu compte qu'il se droguait de plus en plus, j'ai eu des décisions difficiles à prendre. J'avais remarqué que lorsqu'ils étaient ensemble, ma mère et mon père se disputaient beaucoup. Il était habité par un démon, tout n'était plus lui-même. En 1986, le couple divorce et Stu reste proche de Richie, le fils de Madeleine. Stu voulait l'adopter. Il aimait vraiment Richie et Richie l'aimait aussi. Mais au cours des 2 années qui suivent, Richie se bat avec ses propres démons. Malheureusement, Richie a eu des problèmes à l'adolescence avec ses petites amies et au travail. Il avait aussi des problèmes d'argent. Un soir, Richie a pris le fil de câbleau-diffusion de la télé et il est allé au garage et il s'est pendu avec le fil. La famille Unger est terrassée par le suicide de Richie. Madeleine et Stephanie quittent Las Vegas et s'installent en Floride. Stu a commencé à prendre beaucoup de drogue. Il était hanté par la mort de Richie, il ne s'en est jamais remis. Après le décès de Richie, tous les mois, Stu dépense des milliers de dollars en cocaïne. Malade et fauché, il a désespérément besoin d'argent quand il s'inscrit à la série mondiale de poker en 1990. Billy Baxter lui avance les 10 000 $ nécessaires pour l'inscription. J'ai inscrit Stu au tournoi. À la fin de la première journée, il était en tête. Il avait gagné à peu près 70 000 $. Le lendemain, quand le tournoi a commencé, Stu n'était pas là. Tout le monde se demandait ce qui se passait. J'ai appelé des agents de sécurité et je les ai envoyés à sa chambre. Quand ils sont entrés, ils ont trouvé Stu étendu sur le plancher. Ils ont appelé une ambulance pour qu'on le transporte à l'hôpital où on lui a fait un lavage d'estomac. Mais dans un tournoi, si votre place est vide, vos jetons restent sur la table et ils continuent d'être joués. Toutes les heures, sa réserve de jetons diminuait et Billy Baxter était consterné parce qu'il avait investi la moitié de son argent. J'étais furieux parce que je perdais beaucoup d'argent. Je me suis dit, c'est fini, qu'il se débrouille, je m'en lave les mains, j'en ai assez. Après le désastre de la série mondiale, Stu Unger passe le reste des années 90 en chute libre et complètement drogué. La santé et l'apparence de Stu se sont détériorées. Ses dents se sont mises à pourrir. Il consommait tellement de cocaïne que son nez s'est affaissé. En 1997, Stu avait atteint son bas-fond. Quand il s'est présenté à la série mondiale de 1997, on croyait tous qu'il n'avait aucune chance de gagner. Il n'avait pas d'argent pour acheter des jetons et bien entendu, il a appelé Billy Baxter. Je lui ai dit, Stu, pourquoi je te paierais des jetons? La dernière fois, tu n'es même pas revenu la deuxième journée. Fous-moi la paix.
Mais Stu n'a pas abandonné. Il a continué de m'appeler et j'ai fini par accepter. Mais je lui ai dit, si jamais je te vois une seule fois ailleurs qu'à ta place, t'es un homme mort. Il s'inscrit au tournoi et la première journée, il ne joue pas très bien. La deuxième journée, on est allé dîner. Et pendant le repas, il nous a montré une photo de sa fille. Il nous a dit, c'est mon porte-bonheur. C'est pour elle que je veux gagner. Je vais gagner. Il est retourné à sa table. Et je vous le dis, dès qu'on a commencé à distribuer les cartes, il a vraiment embrayé. Il a dominé la table. Il amassait des tas et des tas de jetons. Stewie needs a deuce or a four. Stu's in a little bit of trouble here. A tray won't do it. Yes! Deuce! Stewie wins the tournament. Quand il a gagné en 1997, il était l'homme le plus heureux du monde. Il était remonté au sommet. Now, you're older, you're wiser, you're 43 years old. You think you're going to do things differently now? Well, I hope so, Gabe. You know, I've neglected my kids. You know, I've done a lot of stupid things myself. But I want to tell you something for a fact. There's nobody that ever beat me playing cards. The only one that ever beat me was myself. Il avait une nouvelle assurance, une estime de soi que je n'avais pas vue depuis longtemps. Il avait l'air de revivre. Pour nous tous, ce tournoi a vraiment été une occasion de se retrouver, de retisser nos liens. Je croyais vraiment qu'il ne se droguait plus. C'est ça le plus triste. Il se droguait encore. Très vite, il s'est remis à jouer de grosses sommes et tout le reste. Il perdait de l'argent, il a recommencé à se droguer. 6 semaines après sa victoire, Stu Ungar a déjà perdu presque tous ses gains qui s'élevaient à 500 000 $. Mais il a encore une chance de se reprendre. En 1998, Ungar revient à la Série mondiale pour défendre son titre et tenter de remporter son 4e championnat du jamais vu. En 1998, le matin de la première journée de la Série mondiale, il y avait une chaise au nom de Stu Ungar devant une pile de jetons payés par Billy Baxter. Mais pas de Stu Ungar. Stu était drogué dans sa chambre. Il était dans cet état depuis plusieurs jours. Il est resté dans sa chambre, il n'a pas joué. À l'été 1998, Stu Ungar erre dans les rues de Las Vegas. Sans abri, complètement drogué, il vit dans différents motels et survit grâce à de l'argent que lui donnent ses amis. On l'arrête à 2 reprises pour possession d'accessoires reliés à la drogue. À la fin du mois d'août, Stephanie Ungar en a assez. Je lui ai dit, je ne veux plus entendre parler de toi tant et aussi longtemps que tu n'iras pas en cure de désintoxication. Je ne répondrai même pas au téléphone. Tu me reverras quand tu seras en cure de désintoxication. J'irai te voir là-bas. Quand il est parti, je ne me sentais pas bien. J'ai eu le pressentiment que c'était la dernière fois que je voyais mon père. Le 22 novembre 1998, on trouve Stu Ungar sans vie dans une chambre du motel Oasis. Selon le rapport du coroner, on a trouvé des traces de cocaïne, de méthadone et de percodant dans son sang. Mais on a établi qu'il était mort d'une crise cardiaque. Stu Ungar avait 45 ans. Voilà un type qui a gagné 30 millions de $ au cours de sa vie, qui a remporté 3 championnats du monde, qui a vécu comme une rockstar, et à la fin de sa vie, il n'avait que 800 $ sur lui. Je veux qu'on se souvienne de mon père exactement pour ce qu'il était. Un homme qui avait un grand potentiel, un énorme don, un talent immense, mais qui aurait pu s'en servir beaucoup mieux. Je crois que Stu était unique en son genre. La nouvelle génération de joueurs de poker ne devrait pas l'idolâtrer. Stu voulait vraiment que les gens soient conscients de tous les aspects négatifs de sa vie. Madeline et Stephanie tenaient à faire quelque chose pour honorer la mémoire de Stu et de Richie. La Fondation Ungar s'adresse aux gens qui ont traversé les mêmes épreuves que nous, ma mère et moi, dans notre famille. La toxicomanie, l'alcoolisme, le suicide. Nous voulons nous servir des aspects négatifs de notre vie pour faire quelque chose de positif. On veut sensibiliser les gens et donner de l'espoir aux familles qui souffrent. On peut vaincre ces dépendances, mais il faut d'abord admettre qu'on est dépendant et être capable de demander de l'aide. Aujourd'hui encore, dans le monde du poker, on dit de Stu Ungar qu'il est le plus grand joueur de tous les temps. J'aimerais que les gens se souviennent de mon ami Stu Ungar pour son immense talent. Je crois qu'il faut aussi se souvenir de lui pour ce qu'il a fait de moins bien. Il a détruit sa vie. Il est important de reconnaître les erreurs qu'il a faites pour ne pas les faire nous-mêmes. À venir, jouer le tout pour le tout. La mise elle-même consistait à miser tout ce que je possédais
sur un tour. Ce qui attire les gens vers le jeu, c'est la perspective d'obtenir quelque chose pour rien. C'est ça qui est enivrant, gagner de l'argent sans faire beaucoup d'efforts. Quand Revell était enfant, sa famille passait ses vacances à la plage, mais le jeune Britannique aimait rester à l'intérieur. J'adorais jouer aux machines à sous dans les salles d'arcade. C'était presque une dépendance. Mes parents jouaient dans le sable et moi, tout ce que je voulais faire, c'était jouer aux machines. Enfant, il était absolument fasciné par les machines à sous. Je savais qu'il y jouait tout son argent, mais je ne savais pas qu'il était aussi compulsif. À l'âge adulte, le goût du jeu incite Ashley à jouer au poker. Je jouais au poker en ligne et je faisais un peu d'argent, mais pas de grosses sommes. Il participait à de petits tournois. Je crois qu'il a gagné quelques prix, mais rien d'important. J'ai joué pendant environ 10 ans sans jamais gagner de grosses sommes. Je tournais en rond. Je me suis dit que la seule façon de faire beaucoup d'argent, c'était de miser la plus grosse somme possible. Une idée prend forme dans l'esprit du jeune homme de 32 ans. Au départ, c'est parti d'une conversation avec un ami, un soir qu'on était ivre. Je me suis dit que ce serait fantastique de miser tout ce que j'avais. Je n'arrêtais pas d'y penser. Qu'est-ce que ce serait de placer la mise suprême et en fait, qu'est-ce que la mise suprême? Est-ce que je gagnerais? Qu'est-ce qui se passerait si je perdais? Je me posais tellement de questions que je devais placer cette mise. Ashley commence à préparer sa mise. La mise elle-même consistait à miser tout ce que je possédais sur un tour de roulette. J'avais choisi la roulette parce que c'est un jeu très pur. C'est très évident. On peut très facilement voir si on a gagné ou perdu. Je m'y opposais complètement. Son hypothèque, ses enfants, son emploi, sa pension de vieillesse, risquer de perdre tout ce qu'il avait mis des années à bâtir sur un seul tour de roulette, je trouvais ça insensé. C'était pas une bonne idée. J'avais une montre Rolex et une voiture. Je les ai vendues assez facilement aux enchères. J'avais aussi des biens moins importants, comme mes vêtements et d'autres choses plus difficiles à vendre. Il a vendu un briquet que je lui avais offert pour ses 21 ans. Et je n'étais pas content. Il avait un vélo qu'il a vendu. Et aussi toutes sortes d'objets. J'ai aussi retiré tout mon argent de la banque. Et en fin de compte, j'ai vendu tout ce que j'avais, sauf les vêtements que je portais. Je trouvais ça assez enivrant de ne plus avoir aucune responsabilité, de ne plus rien posséder. Après avoir vendu tous ses biens, Ashley Revell dispose d'un peu plus de 130 000 $. C'était la totalité de tout ce que j'avais amassé dans ma vie. Je croyais que j'étais plus riche que ça. C'était une grosse somme. Je ne croyais pas qu'il valait autant. J'étais très étonné. En avril 2004, Ashley s'envole pour Las Vegas. Pour jouer les économies de toute une vie, il faut aller à Las Vegas. C'est l'endroit idéal. C'est la capitale mondiale du jeu. C'était le seul endroit où aller. Au départ, ça devait se passer au Hard Rock Café. C'était là que je devais placer ma mise. Mais au dernier moment, ils se sont retirés. Je ne savais plus où je pourrais placer ma mise. Et j'y tenais vraiment. J'étais gonflé à bloc. On m'a appelé pour me dire que l'événement qui devait avoir lieu au Hard Rock Café était tombé à l'eau. Et je trouvais que c'était une excellente occasion pour notre hôtel. Le Plaza a accepté au dernier moment. Ils m'ont dit qu'ils acceptaient ma mise. Maintenant qu'il a trouvé un lieu, Ashley est prêt à passer à l'histoire. On avait préparé une des tables de roulette. Il n'avait plus que les vêtements qu'il portait, des sous-vêtements de rechange et son argent. Ashley, are you sure you want to make this bet with your life savings? Yeah, I'm set. Good luck. On était tous plus nerveux que lui. Je croyais qu'il serait complètement ruiné et qu'il reviendrait vivre à la maison. Je crois qu'il est resté calme jusqu'au moment de placer sa mise. Il voulait miser sur le noir, mais la plupart des gens lui disaient de miser sur le rouge. Man, too many decisions. Big left.
J'ai eu une poussée d'adrénaline incroyable. Je n'avais jamais eu une telle sensation de toute ma vie. Et je ne l'aurai sans doute jamais plus. C'était insensé. Le croupier a dit « Vous êtes prêts ?» Et il a lancé la bille. Tout le monde avait les yeux fixés sur la bille qui tournait, tournait. On pouvait sentir l'électricité dans l'air. La tension était à son comble, on aurait pu la couper au couteau. J'entendais les gens crier « Rouge, rouge !» Je me suis dit « Qu'est-ce que tu fais? Tu auras l'air tellement idiot si ta couleur ne sort pas. » La foule était en délire, et moi je sautais de joie. Tout le monde me serrait la main et me félicitait. Et je me suis enfin détendu. C'est comme si je venais de vivre toute une vie à jouer, à gagner et à perdre. Tout ça en un seul instant. Tout le monde s'est mis à crier. Tous les visages étaient souriants. Toute cette énergie contenue a jailli en un seul instant. Et on pouvait sentir à quel point sa famille était heureuse pour lui. Le champagne coulait à flot. Tout le monde sautait partout. On ne croyait vraiment pas qu'il allait gagner. Ma vie a beaucoup changé. On me faisait beaucoup de publicité. Et j'ai donné beaucoup d'entrevues. J'ai été entraîné dans un tourbillon. Tout le monde voulait me parler. Sur un seul tour de roulette, Ashley Revell a doublé sa valeur nette qui s'élève maintenant à 272 000 $. Même quand il a gagné, je le trouvais toujours aussi fou. Comment un père peut-il féliciter son fils d'avoir risqué tout ce qu'il avait? Je lui ai simplement dit « Bien joué, mais tu n'aurais pas dû le faire ». Après un mois d'entrevues et de célébrations, Ashley rentre en Angleterre complètement transformée. Ça m'a enlevé le goût de jouer. Je ne joue plus à la roulette, je ne joue plus du tout. Avec mon argent, j'ai créé mon propre site de poker, pokerunited.com. Il a des responsabilités. Et aujourd'hui, je ne crois pas qu'il placerait cette mise, parce qu'il n'est pas en position de le faire. Ashley peut être un peu téméraire, mais il a une tête sur les épaules. Miser tout ce que j'avais m'a fait comprendre à quel point j'avais été chanceux d'arriver à trouver un endroit où le faire. Mes amis et ma famille étaient avec moi, et je savais qu'ils seraient encore là après. Ça m'a fait comprendre que dans la vie, il y a des choses plus importantes que l'argent. Pour ceux qui aiment le jeu, Las Vegas est comme un aimant dans le désert. Mais quand un joueur ne peut plus arrêter de jouer, il arrive qu'il ne sache plus faire la différence entre le bien et le mal. On a franchi cette fameuse frontière quand on ne joue plus pour gagner, mais simplement pour jouer. Au bout d'un moment, l'argent n'est qu'un moyen de continuer à jouer. Né en 1966 à Des Moines, en Iowa, c'est à l'adolescence que Mark Ames arrive à Las Vegas avec sa famille. Pour les gens qui ne connaissent rien de Las Vegas, je peux dire qu'il y a des machines de vidéo-poker et des machines à sous absolument partout. Je travaillais dans une pharmacie en ville, et après la fermeture, le patron nous laissait jouer au vidéo-poker. Je me souviens avoir gagné 100 ou 125 $ à plusieurs reprises, et je trouvais ça vraiment génial. Mark n'a pas l'âge légal pour jouer, mais pour gagner un peu d'argent, il joue aux machines à sous. Je ne me rasais plus et je fumais même si je déteste le goût de la cigarette. Je trouvais que ça me donnait l'air d'avoir 21 ans. Et j'allais jouer aux machines à sous au casino du coin. Il était toujours un peu distant. Mais on mettait ça sur le compte de l'adolescence. Les adolescents peuvent être comme ça. On ne se posait pas trop de questions. Solitaire à l'école, Ames passe le plus clair de son temps dans un univers d'adultes, celui des casinos. Le comportement de Mark a changé quand il avait 16 ans. Il a abandonné l'école, apparemment sans raison. Il nous a simplement annoncé qu'il décrochait et c'est tout. Je jouais déjà. En fait, j'en étais à mes débuts. J'ai abandonné mes études et j'ai commencé à travailler. J'avais 2 ou 3 emplois, ce qui me donnait un faux sentiment d'indépendance. Très vite, Mark commence à jouer tout l'argent qu'il gagne aux machines à sous. À l'âge de 21 ans, Mark est déjà un joueur compulsif. Personne ne se rendait compte qu'il avait un comportement compulsif. Il le cachait très bien.
Je jouais à 3 machines en même temps, et je courais d'un bout à l'autre de la rangée pour mettre de l'argent dans les machines. Je courais à un bout de la rangée, je mettais l'argent et je pesais. Je courais à l'autre bout, je tenais mes cartes, je courais à l'autre bout et je misais. Les gens me regardaient comme si j'étais une bête dans un zoo. La plupart des joueurs pathologiques préfèrent les machines vidéo. C'est leur jeu préféré, parce qu'ils peuvent se mettre des œillères et se perdre dans le jeu. Ils ne cherchent pas à faire de l'argent ou à s'amuser, ils cherchent à s'évader. Quand on est au casino, on a l'impression d'être dans un autre monde. Pas besoin de rentrer, ni de discuter avec la famille, les amis, les petites amies, une épouse, bref, qui que ce soit. Au fil du temps, il a augmenté les mises et s'est mis à jouer aux tables. Et c'est là, je crois, qu'il a perdu de très grosses sommes. Je misais de beaucoup plus grosses sommes. Je ne perdais plus seulement 40 $ aux machines. Je prenais des avances de fonds de 120, 220 $ que je ne pouvais absolument pas rembourser. Je remplissais toutes mes cartes de crédit. Ames a recours au crime pour se procurer de l'argent. J'ai commencé à voler de l'argent au travail pour pouvoir continuer à jouer. Je prenais un peu d'argent et je courais au casino. Ames trouve tout de même le temps de se faire une petite amie et de se fiancer. Mais il a un comportement destructeur qui fausse son sens des priorités. Il était 20 ou 21 heures, la veille de mon mariage. J'avais de l'argent dans les poches et je me suis dit que j'allais simplement m'arrêter quelques instants au casino. À un certain moment, je marchais dans le casino et j'ai vu la lumière du jour derrière les grandes portes. J'ai vu la lumière du soleil. Il était 7h moins quart et je me suis dit, mon Dieu, je me marie dans 3 heures. À la fin de la cérémonie, j'étais complètement épuisé. Je ne me suis même pas amusé. Quand on joue alors qu'on a d'autres engagements et qu'on devrait faire autre chose, c'est qu'on a un problème. J'ai joué au casino la veille de Noël. Malade comme un chien. Vraiment très malade. Je me souviens être rentré à la maison à 4 heures, le matin de Noël, un peu avant que tout le monde se lève pour l'échange des cadeaux. Je me trouvais dégoûtant. J'étais fauché et je n'étais même pas capable de savourer les choses les plus simples, comme l'échange de cadeaux à Noël en famille ou entre amis. Il était très distant. Il avait des hauts et des bas, des sautes d'humeur. Il avait de bons et de mauvais jours. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais il ne disait jamais rien. C'est étrange de voir comment dans les familles on sait certaines choses, mais on n'en parle pas. On savait tous ce qu'il avait, mais on n'en parlait pas. Quand je gagnais, j'étais l'homme le plus merveilleux du monde. Mais quand je perdais, j'étais le pire crétin de la Terre. J'étais agressif avec les gens, et quand je perdais de grosses sommes, j'étais très déprimé. Je ne voyais pas que j'avais perdu la maîtrise de ma vie. Ames a perdu plusieurs emplois d'affilée. Son dernier travail consistait à réparer des distributeurs automatiques. Mais quand son patron l'a surpris au casino pendant les heures de travail, il a aussi perdu ce dernier emploi. Je me suis rendu chez lui pour qu'il me donne mon dernier chèque de paye. Et quand il me l'a tendu, il l'a retiré et il m'a dit « Un jour, tu vas te retrouver en prison si tu ne changes pas ta façon de vivre. » Je lui ai arraché le chèque des mains en me disant que c'était un pauvre imbécile et qu'il ne comprenait rien. Mais bon Dieu qu'il avait vu juste. À venir, une descente en chute libre. Je me souviens m'être dit « Quand tu auras franchi cette porte, ta vie va changer pour toujours. » On estime qu'un Américain sur 20 souffre d'une dépendance au jeu. Mark Ames est l'un d'entre eux. L'image que les gens se font de Las Vegas et du jeu, c'est quelqu'un qui lance des dés, assis à une table. C'est ce qu'on voit dans les films. Ce qu'on ne voit pas, c'est que les joueurs perdent l'argent du loyer et l'argent pour nourrir leurs enfants et pour leur acheter des vêtements. On est aspiré par le jeu. Sans emploi et toujours aussi attiré par le jeu, Mark est dans une impasse. Mark était extrêmement endetté. Il avait rempli plusieurs cartes de crédit en prenant des avances de fonds. Je crois qu'il avait d'énormes problèmes financiers. J'ai commencé à miser de plus grosses sommes, à puiser dans mes économies. Au début, je prenais des avances de fonds et de petits montants ici et là. Mais très vite, j'ai eu besoin de très grosses sommes d'argent et il me les fallait tout de suite. Désespéré,
Mark élabore un plan pour se procurer de l'argent le plus vite possible. Je ne peux pas vous dire qu'il y a un moment précis où je me suis dit « je vais faire un vol de banque ». Mais je peux vous dire que dès que j'ai pris la décision de le faire, je suis allé acheter une arme de calibre 38 spéciale. Le jour où j'ai décidé de le faire, j'ai pris les sacs d'épicerie en plastique, j'en ai pris 3 ou 4. J'avais mon arme et mon déguisement, la casquette avec la queue de cheval. Je l'ai mise avec de très grosses lunettes de soleil et je suis parti. Je me souviens être arrivé devant la banque. Il y avait un miroir plein de longueur juste avant d'entrer. J'avais mon arme à la main, une casquette ridicule sur la tête, et je me suis regardé dans le miroir quelques secondes. Je me souviens m'être dit à voix haute, « C'est ta dernière chance. Quand tu auras franchi cette porte, ta vie va changer pour toujours. » À 9 h, le matin du 13 septembre 1991, Mark Ames entre dans une succursale de la First Western Bank. Ceci est un vol de banque. Tout le monde par terre. Je me souviens avoir pris l'argent et être sorti en courant avec les sacs. J'ai couru jusqu'à ma voiture et j'ai démarré à toute allure. Ames se sauve avec quelques milliers de dollars. Je me souviens m'être dit, je viens de réussir un vol de banque. Bon Dieu, j'ai fait un vol de banque. J'ai payé des comptes avec une partie de l'argent et avec le reste, je me suis tout de suite rendu au casino. Immédiatement, je me suis mis à jouer au blackjack à coût de 350 $. Après tout, ce n'était pas mon argent. Il était de plus en plus imprévisible. Il passait ses nuits à jouer. Je savais que ça n'allait pas du tout. Au bout de quelques semaines, Mark a perdu tout l'argent du vol de banque. Le 3 octobre 1991, il fait son deuxième vol de banque. Il réussit à voler 5 000 $ en espèces. Je me sentais un peu plus sûr de moi en m'éloignant après le deuxième vol. J'étais allé porter mon auto dans un garage près de la banque pour la faire réparer. Et quand les policiers en hélicoptère ont cherché la voiture du voleur, la mienne était au garage. Je me trouvais très intelligent. La police est incapable de trouver des suspects. Mais Mark a moins de chance au casino. J'ai perdu cet argent particulièrement vite. 3 semaines après le deuxième vol de banque, Mark est complètement fauché. Il retourne sur les lieux de son premier vol. Il y avait un type de 70 ans environ qui ne voulait pas s'allonger. Je me souviens lui avoir dit « Ça ne vaut pas la peine de se faire tuer pour ça. Allongez-vous par terre. » Mark repart avec seulement 800 $, mais sans se faire pincer. 1 mois plus tard, il est encore fauché. Et il commence à planifier son 4e vol de banque. Je perdais trop d'argent. Je commençais à sentir que je ne me contrôlais plus. Le 22 novembre, Mark entre à l'Atlantic Financial Savings Bank. Je suis entré dans la banque et j'ai dit « Ceci est un vol de banque ». Mais la pièce était vide. Il n'y avait qu'une seule personne dans la banque. Elle avait dû me voir approcher par la fenêtre et elle a eu le temps de se cacher sous le comptoir. Elle a déclenché l'alarme. J'ai pris tout ce que je pouvais prendre et j'ai déguerpi. Mais la femme a eu le temps de noter une partie de mon numéro de plaque. Ébranlé après s'être échappé de justesse, Ames se rend à son emploi à temps partiel. J'étais à bout de nerfs. Ma femme m'a appelé et elle m'a dit « Tu veux entendre quelque chose de drôle ?» Je lui ai demandé ce qui se passait et elle m'a dit qu'elle était avec des agents du FBI et qu'ils croyaient que j'avais fait des vols de banque. Elle m'a dit qu'elle s'était mise à rire en leur disant que c'était ridicule et qu'ils s'en venaient à mon travail. Elle leur avait dit où je travaillais. Mon déguisement était toujours dans la voiture, mes chaussures, mon arme avec des cartouches et aussi le peu d'argent que j'avais volé. J'ai tout mis dans un sac et je me suis précipité dans la toilette des hommes où j'ai caché mon arme et mon déguisement. En retournant vers la boutique où je travaillais, j'ai vu arriver les agents. Ils m'ont questionné et je leur ai dit qu'il y avait sûrement un malentendu. Ils m'ont demandé si je pouvais me rendre au poste lundi ou mardi pour participer à une séance d'identification et je leur ai dit certainement, pas de problème. J'avais déjà décidé de me sauver en Californie ou au Mexique. Il fallait que je parte. Il n'était pas question que je participe à une séance d'identification. Après avoir décidé de me sauver, je me suis dit que je serais en fuite et je suis allé chercher mon arme et mon déguisement. Mark croit avoir gagné un peu de temps. Mais après l'avoir questionné, les agents du FBI remarquent qu'à la boutique de cadeaux du centre commercial,
on vend des casquettes avec des fausses queues de cheval, comme celle que portait le voleur. Puis, il trouve des billets de banque volés dans la caisse de la boutique où Mark travaille. Ma femme leur a dit qu'il y avait erreur sur la personne, qu'on engagerait le meilleur avocat du monde et qu'on allait faire ceci et cela. Et je me souviens lui avoir crié « Tu vas la fermer à la fin !» À cet instant précis, elle a compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'était terminé. Ils ont enfoncé la porte, ils étaient armés, et ils m'ont menotté, puis ils m'ont amené au poste. Le 21 janvier 1992, à l'âge de 26 ans, Mark Ames plaide coupable à 3 accusations de vol à main armée et il écope d'une peine de 16 ans d'emprisonnement. Perdre 16 ans de sa vie, c'est vraiment très démoralisant. Il y a une chose qu'on n'a pas faite avec Mark. On ne lui a pas posé assez de questions. Si on lui avait posé plus de questions pendant cette période, on aurait pu sauver plusieurs années de sa vie. Tout ce que j'ai fait, tout l'argent que j'ai volé au cours de ma vie d'adulte, a servi à entretenir ma dépendance au jeu. Mais on ne peut pas blâmer Las Vegas. On ne peut blâmer personne. On est responsable de nos actes. Mark Ames a purgé la totalité de sa peine et a passé 6 mois dans une maison de transition fédérale. Aujourd'hui, Mark tente de mener une vie normale, mais depuis qu'il est en liberté, il lui arrive d'être en proie à la tentation. Je me suis surpris à quelques reprises à mettre de l'argent dans une machine de vidéo poker, et j'ai vraiment dû me faire violence pour ne pas continuer à jouer. On craindra toujours que Mark se remette à jouer de façon compulsive. Mais je crois sincèrement qu'il a payé pour ses crimes. Il est important pour moi de me rappeler à quel point je suis chanceux de m'en être sorti. Maintenant, j'apprécie certaines choses que je n'aurais jamais appréciées avant, comme ma liberté. C'est la seule chose qui ne s'achète pas. À venir, de très mauvais choix. J'aurais pu faire 1 million de choses, mais j'ai décidé de perdre $1 million. Tous les ans, des millions de personnes se rendent à Las Vegas dans l'espoir de gagner beaucoup d'argent. Mais quand l'envie de jouer devient incontrôlable, les conséquences peuvent être tragiques. On est aveuglé par la dépendance. On ne voit pas toute la peine qu'on cause à nos proches. J'ai fait du mal à beaucoup de gens. Le jeu peut créer une dépendance bien réelle. Pour la population américaine, un joueur pathologique est un homme bedonnant de 70 ans qui fume un gros cigare et qui porte une bague à diamant au petit doigt. Mais rien n'est plus loin de la réalité. Il y a plus de femmes que d'hommes parmi nos patients. La moyenne d'âge est de 33 ans et ils ont presque tous terminé 2 années d'université. J'ai perdu 2 années de ma vie. J'aurais pu faire 1 million de choses, mais j'ai décidé de perdre $1 million. À la fin des années 90, Aurelia Margarita Taveras est une jeune professionnelle et activiste de New York. Elle s'était engagée en politique locale. C'était une jeune femme qui promettait et qui s'intéressait à sa communauté. Elle a payé ses études de droit, elle voulait changer les choses. Au début du nouveau millénaire, j'étais une des 21 personnes les plus en vue de New York. On me préparait pour que je fasse campagne pour devenir sénatrice. Après avoir passé l'examen du barreau de l'État de New York, Taveras commence à pratiquer le droit. En 2001, après 2 tragédies d'envergure nationale, sa carrière monte en flèche. Dès le début de sa carrière, Aurelia a été approchée par des familles de victimes des attentats du 11 septembre. Elle en a représenté un grand nombre. Moins de 60 jours après le 11 septembre, il y a eu la tragédie du vol 587, l'avion d'American Airlines à destination de la République dominicaine qui s'est écrasé à Queens. En raison de son engagement dans la communauté dominicaine, Aurelia a tout de suite été approchée par les familles des victimes de l'écrasement. C'était très médiatisé. On avait fait appel au plus grand cabinet d'avocats du monde. Avec ses procès, sa carrière a démarré et elle a ouvert son propre cabinet. Après ces procès très médiatisés, Aurelia a beaucoup de nouveaux clients. Mais le succès lui cause de curieux effets secondaires. On me parlait toujours de la mort. J'entendais toujours des histoires sinistres. J'allais à des funérailles. Je devais travailler avec le bureau du médecin légiste. Je n'avais pas assez d'expérience. Tout est arrivé trop vite. Et pendant que j'entendais parler de toutes ces tragédies, j'essayais de diriger une entreprise. Les casinos lui procurent des moments de détente. J'ai commencé à jouer pour évacuer mon stress. Chaque fois que je jouais, je ne pensais plus au bureau ni à mes problèmes. Je ne pensais plus à mes clients. Je pouvais oublier mon travail.
Ce qui au départ n'était qu'un moyen d'évasion tout à fait anodin devient bientôt une dépendance incontrôlable. Au début, je jouais tous les 3 mois. Puis, je me suis mise à jouer tous les mois, puis toutes les semaines, et après un certain temps, je jouais tous les jours. Je dépensais de 500 à 1000 $. Quand je suis devenue compulsive, je me suis mise à dépenser 5000 $ par heure. Je pouvais jouer 100 000 $ en un week-end. En l'espace d'un mois, j'ai perdu 300 000 $. Au début de 2005, Aurelia se retrouve sans le sou. Je ne pouvais pas payer le loyer, ni l'hypothèque pour mon condo. J'avais des paiements en retard pour ma voiture, ça devenait très stressant. Je n'avais pas l'argent nécessaire pour couvrir tous mes frais. Aurelia Taveras cherche de nouvelles façons de financer sa compulsion. J'empruntais à des amis quand je ne pouvais plus financer mes activités de jeu. Je leur disais que je devais faire réparer ma voiture et je leur demandais de m'envoyer 2000 $. J'ai dû faire ça 20 fois. Je leur disais, je vais te rembourser, j'ai de l'argent. Et pendant tout ce temps, mon compte de banque était à découvert. En dépit de toutes les promesses qu'elle faisait, Aurelia ne pouvait pas s'empêcher de jouer. Ma compulsion était beaucoup plus forte que ma volonté de tenir parole. Je n'étais plus simplement dépendante, j'étais une véritable accro. Rien ne pouvait m'arrêter. À l'été 2006, Aurelia Taveras n'est plus qu'une joueuse compulsive qui a complètement détruit sa brillante carrière d'avocate. À un certain moment, j'ai songé au suicide. Le taux de tentative de suicide est très élevé chez les joueurs compulsifs, beaucoup plus élevé que chez les gens qui ont d'autres formes de dépendance, parce qu'ils croient qu'en se tuant, ils rendront service à leurs proches. Je me disais que ce serait peut-être une solution de conduire en sens inverse de la circulation. Mais mon assurance n'était pas assez élevée pour payer la maison de mes parents. J'avais déjà fait du mal à ma famille et je trouvais que le suicide était une solution de lâche. Pendant que ses amis et sa famille amassent l'argent nécessaire pour la faire soigner, Aurelia disparaît. On ne savait pas où elle était. Elle était entrée en contact avec certaines personnes au cours des semaines et des mois précédents. Elle leur avait dit qu'elle était au New Jersey ou au Connecticut, mais personne ne savait où elle était vraiment. Aurelia est à 3000 km de New York, à Las Vegas, où elle se déchaîne aux tables de blackjack. J'oubliais de manger, je pouvais m'évanouir à tout moment, j'oubliais d'aller à la toilette, je ne pensais qu'à jouer. En l'espace de 2 jours, je pouvais boire 3 jus d'orange et manger 2 tablettes Snickers et c'est tout. Ça me donnait très vite assez d'énergie pour jouer encore 12 heures. J'ai déjà passé jusqu'à 5 jours sans manger ni dormir et 2 jours sans aller à la toilette. Puis, un ami finit par la retrouver. Je travaillais tard et j'ai reçu un appel d'un ami, Sid Wilson. Il m'a dit, Oscar, je l'ai retrouvée. Elle est à Las Vegas. Sid m'a ramassé sur un banc à Las Vegas. Et s'il ne m'avait pas retrouvée, je serais sans doute morte aujourd'hui. Aurelia entre dans une clinique au Minnesota où l'on offre une thérapie de 30 jours spécialement conçue pour les joueurs compulsifs. En thérapie, j'ai compris que je ne prenais pas soin de moi. Au cours de ces 30 jours, j'ai vraiment compris que j'avais un problème. Mais le passé d'Aurelia la rattrape. En juin 2007, elle perd son droit de pratique dans l'État de New York à la suite d'allégations selon lesquelles elle aurait joué avec l'argent de ses clients. Le pire délit que puisse commettre un avocat, c'est de toucher à de l'argent ou à des fonds qui sont en dépôt fiduciaire. Et c'est ce que j'ai fait. Le syndic l'a découvert et j'ai été radiée. En septembre 2007, Aurelia intente un procès à plusieurs casinos d'Atlantic City où elle a perdu plus d'1 million de dollars au cours de ses 2 années de jeux compulsifs. J'ai intenté ce procès pour qu'ils reçoivent un message très clair. On ne peut pas continuer de permettre à des gens de jouer quand on voit qu'ils ont un problème. On est tenu de faire quelque chose. On peut dire, elle a posé des gestes délibérés. Elle a décidé d'entrer dans ces casinos. Elle a décidé de perdre $1 million. Mais il ne faut jamais oublier que ce n'est pas un comportement normal. Les casinos ont tous une politique de jeu responsable qui a été adoptée par l'American Gaming Association, dont ils sont membres. Ils ont un code d'éthique. Ils ne veulent pas être la cible d'un recours collectif pour avoir laissé jouer des joueurs irresponsables. Je n'étais pas une parfaite inconnue qui jouait à l'occasion. J'étais là tous les jours. Ils m'appelaient par mon nom, ils connaissaient mes habitudes de jeu et les sommes d'argent que je misais. On m'offrait des cadeaux à Las Vegas, on venait me chercher en limousine. Ils ont participé autant que moi à mes habitudes de jeu compulsifs. Les casinos ne connaissent pas les sommes d'argent dont les gens disposent pour jouer. Ils ne savent pas s'ils sont en train de jouer leur dernier dollar. Personne ne sait mieux que vous combien d'argent vous pouvez jouer. La responsabilité incombe vraiment aux joueurs.
Si les dirigeants de casino remarquent qu'un joueur est visiblement déchaîné, le casino devrait-il poser des gestes pour protéger cette personne? C'est ce qu'on affirme dans notre poursuite. C'est ce qu'on tente de prouver. Mon objectif en intentant ce procès, ce n'est pas de faire de l'argent, mais de lancer un message très puissant à l'industrie du jeu. Je veux que les gens sachent que le jeu, c'est aussi dangereux que la drogue et l'alcool. Aurelia subit encore les conséquences de ses actes. En novembre 2007, elle a été traduite en justice devant la cour criminelle de la ville de New York pour répondre à des accusations d'actes criminels, de vol au premier degré et de falsification. On l'accuse d'avoir volé près de 100 000 $ à ses clients. La cause est en instance. Je dois répondre à des accusations criminelles. J'ai perdu mon droit de pratique et j'ai détruit ma carrière. Mes parents ont refinancé leur maison pour payer une partie de mes dettes et maintenant, ils risquent de la perdre. Comme les alcooliques et les toxicomanes, quand les joueurs recommencent à jouer, ça réveille la partie du cerveau où se déclenche la dépendance. Leur établissement, c'est l'affaire de toute une vie. Je vais à des réunions des joueurs anonymes et j'ai un thérapeute. Je ne peux pas vous dire que je ne jouerai pas demain ni la semaine prochaine. Je ne le sais pas. Je dois prendre les choses une journée à la fois. Le jeu pathologique est une vraie maladie, mais c'est une maladie qui peut très bien se guérir. À mon avis, les gens peuvent apprendre beaucoup de choses de l'expérience d'Aurelia. C'est une histoire remarquable. Elle avait tout pour réussir, elle était promise un brillant avenir, et sa dépendance l'a beaucoup retardée. Mais elle ne l'a pas détruite. Je crois qu'elle s'est donnée pour mission de reprendre sa vie en main. Et elle veut devenir un exemple pour les gens. Elle ne veut pas qu'il leur arrive la même chose.